Commençons ce segment vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, je vous donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et par la suite, vous pouvez expliquer votre choix. Commençons parlant un peu de hockey junior. Patrick Roy dirigera une équipe de la Ligue nationale de hockey en 2023-2024. Julien? Je vais dire oui parce que j'y souhaite. Puis si c'est pas là, je pense que ça sera jamais. Fait que je vais dire oui. Vert. Marc-Antoine? Vert aussi. Puis si c'est pas là, ben il va jouer au golf. On s'entend. Là, il reviendra pas. Écoute, ils ont tout dépensé pour gagner cette année. Ils n'ont plus rien. Puis même les joueurs qui sont susceptibles de revenir, ben ils risquent d'avoir des postes là, plus hauts. Donc ici, ils n'ont pas de profondeur. Ils vont vouloir regarnir là, les choix. Fait qu'ils vont probablement les échanger, ces joueurs-là. Fait que je ne vois pas Patrick Roy recommencer à zéro. Écoute, tout le monde l'a dit. Gaucher l'a dit. Malatesta l'a dit. Ça fait 3 ans qu'on construit cette équipe-là, si ce n'est pas 4. Donc, c'est beaucoup de travail. Puis là, il doit être écœuré. Là. Je ne sais pas, il est rendu à quel âge, Patrick Roy, mais à 50 ans, faire des raids de boss, là, je pense qu'il doit en avoir jusque-là. C'est pas comme s'il manque d'entraîneur. Puis c'est pas comme si... Écoute, on donne souvent des chances à des gens qui n'ont pas gagné, puis je veux juste le rappeler, c'est lui qui a sorti Duchesne de l'Avalanche, c'est lui qui a fait « Écoute, moi, j'en veux pas ». Je me rappelle, il avait critiqué Duchesne parce qu'il l'avait humilié d'une certaine manière. Parce que c'était 4-0, il avait marqué le 4e but, puis il y avait la grosse célébration parce que c'était un beau but. Patrick Roy l'avait humilié sur la place publique parce qu'il le trouvait selfish, et finalement, aujourd'hui, on est forcé d'admettre qu'il était selfish. Et à l'époque, il manquait un gars défenseur qui est Seth Jones, un gars de Denver, un gars de 6 pieds 4 qui peut jouer extrêmement bien défensivement. Puis lui a fait non. Moi, j'ai vu McKinnon jouer, c'est McKinnon. Et aujourd'hui, ben, on est forcé d'admettre qu'il a 100% raison. Et à cette époque-là, il n'était même pas supposé faire les séries, puis il a réussi la première année, alors que l'équipe était jeune, des années en série. Donc, on ne peut pas dire que le portrait est décevant. Il y a bien des entraîneurs qui ont encore des postes dans la Ligue nationale qui ont une fiche beaucoup plus décevante que lui à la même époque. Donc, non, pour moi, c'est vert. Puis il a juste eu une chance, là, tu sais. Regarde, tu sais, oui, c'est un entraîneur peut-être tough, mais je pense qu'il a changé, puis il s'adapte quand même bien. Écoute, là, il est junior depuis des années, il connaît la nouvelle génération, là. Tu sais, je peux pas croire que Darius Sutter, il a encore des jobs, puis que ce gars-là, il n'a pas eu une deuxième chance. T'sais, écoute, là, ça fait aucun sens, mais bon. Ouais. Ben, je vais avec vert également, puis je pense, ce qui peut peut-être expliquer ça, évidemment, si on le sait, là, il prend, comme vous le dites, quand même pas mal de place, donc veut que les décisions aient comme il le souhaite. Donc, mais tout de même, je pense qu'il mérite de avoir sa chance. Et comme tu dis, Julien, j'ai l'impression aussi qu'il a peut-être changé un peu depuis son premier passage dans la Ligue nationale. Donc, je pense que c'est un bon moment pour lui pour revenir. Et il y a beaucoup de postes disponibles, dont, exemple, on a entendu les rumeurs, là, mais à Columbus, donc c'est quand même une très jeune équipe. Et c'est justement le genre d'équipe où je le verrais bien aller plutôt qu'à une équipe, exemple, comme New York, qui est remplie de vedettes, parce que c'est des jeunes avec lesquels il pourrait travailler, qui ressemblent un peu aux juniors avec qui il travaillait, et qui pourraient justement créer, si on veut, un beau noyau qui pourrait éventuellement... Ils ont une très, très, très bonne bande de jeunes, Columbus, là, fait que ça peut être vraiment intéressant. Je sais pas, ça serait quoi son niveau de patience et de tolérance avec l'aîné, mais ça reste à voir. Ça serait à voir, mais il retrouverait Malatesta aussi, qui a signé un contrat avec les Blue Jackets cette année. Donc, ça pourrait être intéressant, un beau fit, autant pour le coach que le jeune dans cette situation-là. Restons dans la lignée des entraîneurs-chefs. Gérard Galland se retrouvera un emploi pour l'an prochain. Marc-Antoine? Là, il y a beaucoup de postes vacants, mais j'aurais de la difficulté à. T'as-tu vite, je ne veux pas te mettre en the spot, mais les postes qui sont vacants? Je vais aller chercher ça. Parce que là, il reste Columbus, évidemment. On en avait parlé. Est-ce que Keith va rester? Bonne question. Calgary, il n'a pas nommé son entraîneur? Non, pas encore. C'est ça? Gérard Galland, Calgary, ça se pourrait. Je vous sors la liste. Puis il y a quand même pas mal de destinations intéressantes. Puis même pour Roy, qu'on a parlé juste avant, je viens d'en voir une. Les Ducks d'Anaheim, qui n'ont pas d'entraîneur. Ben oui. Les Flames de Calgary, les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York. Pour l'instant, c'est les 4 équipes qui n'ont pas d'entraîneur. Mais évidemment, comme vous le mentionnez, pour moi, les Maple Leafs, probablement, on va chercher un nouvel entraîneur-chef. Et il y a peut-être d'autres équipes aussi d'ici là qui vont... je le vois encore plus aux Ducks, Patrick. Ouais. Ben oui, moi aussi. Ils ont une filiale de la LHDMQ avec Madden, puis honnêtement, ça serait le fit parfait. Honnêtement, là, ça serait vraiment... puis tu sais, ça serait bon pour Zegras. Ça serait parfait. Ça, vraiment...
Mais revenons à Gérard Galland. Donc, Marc-Antoine, pour toi, est-ce que tu vois Galland entraîner une de ces équipes-là ou une autre équipe l'an prochain? Je sais pas, c'est peut-être moi qui est bizarre, mais Gérard Galland, si Sheldon Keefe, ça va pas bien, je sais pas à quel point c'est impossible de voir Gérard Galland à Toronto. Je sais pas aussi, tu sais, il faudrait que je repasse un peu les contacts qu'il s'est fait. Là. Gérard Galland, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Il a joué aussi, fait qu'il y a probablement des contacts et des atomes crochus un peu partout à gauche, à droite. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Peut-être pas, mais je suis persuadé qu'un gars comme ça, que ça fait 1000 ans qu'il est dans la ligue, là, c'est comme Peter Laviolette, là, à tous les 2 printemps, il revient. Là, fait que c'est pas exclu qu'il revienne. Cette année, ouais, moi je pense qu'il va revenir. Je sais pas avec qui, mais je vais dire vert. Parce que, tu sais, ils ont été limités un peu avec les incidents. Mettons, Kenville pourrait revenir, mais il y a des incidents. Fait que là, ça va être plus difficile à ce moment-là. Tous les vieux qu'on repense qui ont perdu leur job, Vigneault, il ne reviendra pas, je pense pas. Là, fait qu'il y a plein de gars comme ça. Fait qu'ils sont quand même assez limités. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que Gérard Galland va se retrouver un poste. Pas nécessairement parce que c'est un coach extraordinaire, je ne pourrais pas dire, mais parce que justement, il en manque de coach. Là. Fait que j'ai persuadé qu'ils n'iront pas chercher un gars qui a coaché dans le junior. Ils vont préférer une équipe va préférer y aller avec un Gérard Galland que dire hey, on va prendre le coach de je sais pas moi. D'ailleurs, à Toronto, ça n'a pas rapport. Là, les frères Sutter, ce serait bon à Toronto, non? Les frères Hunter? Ah, Hunter, ouais, mais je crois qu'il avait déjà mentionné il y a plusieurs années qu'il ne voulait plus retourner dans la Ligue nationale. Je pense qu'ils sont bien avec leur petite mine d'or avec les Knights de London. Ouais, mais j'aimerais pas ça à Toronto, oui, un tandem, là, coach et directeur gérant. Là. Juste question que ça pogne pour vrai. Là. Bon, mais je crois que c'est plus du rêve que de la réalité dans ce cas-ci. Oh, oui. Julien, de ton côté? Moi, je vais dire rouge. Je pense pas qu'ils vont revenir cette année. Là. Souvent, ils skippent une saison ou deux. Par contre, ce coach-là, il faut que je le dise, là, toutes les fois qu'il s'est fait congédier, il ne méritait pas. Il y a des coachs que je trouve qu'ils le méritent quand ils sont congédiés. Lui, à chaque fois, il ne méritait pas. C'est épouvantable. Il est vraiment, je sais pas, il y a peut-être des affaires que moi, je sais pas qu'il fait à l'intérieur. Il gueule après le DG ou je sais pas quoi, là, mais au niveau, tu sais, il mérite, tu sais, il est toujours mis à la porte quand l'année d'avant, il était nominé pour le Jack Adams, puis la présente année, il était quand même, c'était pas catastrophique, là, c'était juste qu'il y avait une mauvaise passe, mais c'est comme, tu sais, vite, tu sais, après un an et demi, bang, puis pourtant, j'ai jamais catché ce gars-là, comment il se faisait sortir, tu sais, voir que les Rangers, moi, c'est le DG, j'aurais foutu dehors des Rangers, qui étaient chercher toutes sortes de vedettes, là, puis tout le monde l'avait dit que c'était pour être pas bon ce qu'il faisait comme move. Puis Galland, il était pogné avec ça sur le power play. Personne ne pourrait aller chercher la rondelle. Puis c'est lui qui se fait mettre dehors. T'sais, moi, là, honnêtement, là, ça me fâche. Là. Ce coach-là, je suis fâché pour lui. Là. Mais comme tu dis, il y a peut-être des choses, par contre, qu'on ne voit pas derrière les portes closes qui dérangent. Ben, c'est peut-être un tempérament. Mais ça pour dire que rouge. Pour moi, l'année prochaine, c'est trop tôt. Je pense aussi, je vais y aller avec rouge, puis je vais prendre ton analogie de tantôt, Marc-Antoine. Je pense qu'on va attendre 2 printemps avant de le revoir, mais il devrait revenir assez rapidement. Juste pour votre info, c'est quand même cocasse, mais les 3 finalistes au trophée Jack Adams l'an dernier, Andrew Brunette, qui n'avait pas renouvelé son contrat avec les Panthers, mais qui est rendu avec les Predators, donc qui va commencer l'an prochain avec eux. Gérard Galland et Daryl Sutter, qui étaient les 3 nominés. Les 3 n'ont plus d'emploi avec leur équipe avec laquelle ils avaient été nominés. Donc, quand même, une autre preuve que ça change tellement rapidement, puis une mauvaise saison, puis c'est du résultat instantané qu'on souhaite avoir dans la Ligue nationale aujourd'hui. Moi, je me demande s'ils sont en train de peut-être Drury, là, il a voulu faire un virage jeunesse, puis là, il s'est dit, ben là, tous les joueurs qu'on a repêchés ne se développent pas. Fait que là, c'est peut-être un rapport avec les jeunes, parce que je vois pas d'autre affaire. T'sais, lui, c'est pas lui qui les a repêchés, les gars. C'est pas lui qui a fait les échanges. Puis il fait ce qu'il y a. Puis à chaque fois qu'il y a un échange, on se rend compte que je sais pas à quel point, tu sais, Trocheck pour Strome, je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Ah, là, finalement, OK, on va lui donner tel joueur. T'sais, on le voit bien, là, que Kako, c'est difficile, puis que Lafrenière, c'est difficile. Puis moi, le seul aspect que je verrais, c'est oui, OK, ils se sont pas rendus aussi loin qu'ils auraient pu. Mais tu sais, pas Vasilevski, mais Shesterkin, c'est pas la meilleure année qu'il y a eu, tu sais, on s'entend. Puis c'est pas lui qui a ajouté les joueurs, puis les joueurs qui sont là, ben, ils se sont pas développés, mais c'est-tu à cause de lui tant que ça que Kako, ça me fonctionne moins? C'est comme le seul aspect que je verrais. Oui, je pourrais te donner 2 noms, puis les 2 noms sont rendus à Montréal, mais... Ouais.
Tous les joueurs que tu nommes, là, puis Kravstov, puis l'autre qui est parti, il y en a un autre qui est parti, il y en a une couple qui sont partis, là, il y avait un défenseur. Ils ont changé Nils Lundqvist, qui s'est ramassé à Dallas. Il y a une talle là, de jeunes, là, tous les jeunes prospects de premier tour des 3 dernières années des Rangers que Bobrov et Gorton ont pogné, ça c'est pas mal toutes des presque flops. Fait que Elias Anderson aussi, Elias Anderson, je pense que c'est un 8e. Elias Anderson, c'est lui que je cherchais. Ouais. Fait que écoute, moi, c'est ça. Je suis là. Prochaine affirmation. Adin Hill en a fait suffisamment pour être considéré comme un prétendant au poste de numéro 1 chez les Golden Knights l'an prochain. Julien? Ben non. Ben voyons donc. Marc-Antoine? Ben, ils ont Logan Thompson, là, je veux dire, quand il était dans le filet, il n'y avait pas une séquence à un moment donné, je pense, de 6-7 victoires en ligne, là, je veux dire, c'est que même si Adin Hill avait été extraordinaire, c'est sûr que tu redonnes le filet à Logan Thompson, peu importe ce qui arrive, mais non, c'est clair que non, là, je veux dire, c'est quand même le 4e gardien. Donc, non. Il est trop explosif aussi, il a un caractère très, très bouillant, Adin Hill. Il a cassé la cheville à Batterson, fait que oui. C'est juste vrai, ça. Par contre, tu te rappelles-tu, il l'avait poussé, il était tombé. Oui, derrière le jeu, oui. Ouais. Ben, de mon côté, je vais avec Rouge aussi. C'est simplement pour illustrer qu'on n'a pas toujours besoin d'un excellent gardien de but pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. Si on défend bien, qu'on a un bon système habituellement, peu importe qui est dans le filet, pour revenir un peu à la situation des Maple Leafs qu'on mentionnait tantôt. Donc, c'est pas toujours le gardien de but qui est nécessaire pour l'emporter. Mais ça te prend une défensive avec, mettons, un Martinez qui bloque 760 lancers par année, qui joue avec Pietrangelo, un Hag aussi qui bloque beaucoup de lancers, puis qui, tu sais, ça t'en prend des... Écoute, leur top 6... t'as McNabb aussi, puis Theodore, puis non, ils ont toute une défensive, là, c'est... Puis ils sont gros, ils bloquent des lancers, puis la rondelle, elle sort rapidement de la zone. Fait que c'est sûr que ça t'aide. Si tu commences à penser avec hey, notre première ligne, ça va être Brody avec. Exact. Brody avec Hall, ça va être difficile là, à ce moment-là. Puis leur ligne de centre aussi, t'as Carson à 3 puis Roy à 4, là, on s'entend. Là, c'est du gros luxe sale. Là. Genre, c'était les 2 premiers centres quasiment à Montréal. Là. Et la meilleure ligne, la dernière game, la meilleure ligne, c'était Roy avec Colasar puis Carrier. C'est la meilleure ligne, il n'y a même pas l'ombre d'un doute là-dessus. Puis pour gagner les Coupes Stanley, ça t'en prend des 4e lignes parce que, règle générale, les 2 premières lignes s'annulent. Puis là, on commence à penser unité spéciale, puis 3e, 4e ligne. Si ta 4e ligne, c'est Roy, Colasar, puis Carrier, écoute, ça va être épouvantable. Ils ont du patin, ils jouent derrière le filet, ils vont devant le filet, ils jouent le cycling. Ça, c'est une affaire là, que je trouvais que Panther était épouvantable l'année passée. Là. Le cycling, là, le jeu de on garde la rondelle, on serre notre corps pour épuiser la défensive, puis amener des rondelles à la ligne bleue, puis après ça, aller devant le filet et travailler. Écoute, les Knights, là, il n'y a pas un gars en bas de 6 pieds 2, puis ils protègent toute la rondelle, puis ils amènent des rondelles au filet. Écoute, sont quelque chose. As-tu changé ta prédiction, Marc-Antoine? Oui, en 4. Passons dans mon équipe, puis par la suite, il y aura un dernier vers au rouge. Donc, justement, je suis allé un peu concept cette semaine. Donc, j'ai pris 2 joueurs, une de chacune des équipes de la Coupe Stanley. Donc, je vous montre les 2 joueurs qui ont peut-être éclos un peu plus tard dans leur carrière, donc Chandler Stevenson et Carter Verhaeghe. Évidemment, on en parlait tantôt, Verhaeghe joue plus comme ailier avec les Panthers, mais aussi joué comme centre précédemment. Les 2, étonnamment, je suis resté surpris en voyant la statistique. Les 2 ont gagné une Coupe Stanley, l'un avec les Capitals et l'autre avec le Lightning, et les 2, leur nom vraiment est sur la Coupe Stanley. Donc, Verhaeghe a 27 ans, mais devrait tourner à 28 ans très bientôt, donc sensiblement 1 an de différence entre les 2. C'est sûr, en termes de statistiques, Stevenson a joué plus de rencontres, plus de points également, mais a commencé dans la Ligue nationale un peu plus tôt que Verhaeghe. Et en termes de production de points par match, léger avantage pour Verhaeghe dans ce cas-ci. Plus ou moins aussi, ça se ressemble beaucoup. Encore là, peut-être avantage Verhaeghe si on se fie au nombre de matchs disputés. En série, par contre, évidemment, le portrait est vraiment l'avantage du joueur des Panthers de 32 points en 40 matchs. C'est excellent. Stevenson, par contre, dans les parcours avec les Capitals au début de sa carrière, jouait évidemment beaucoup moins de minutes. Donc, a un impact aussi sur le pourcentage de points par match. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est 2 joueurs qui ont sensiblement les mêmes statistiques. Si on regarde, exemple, cette année, en termes de production en série, ça se ressemble beaucoup l'un et l'autre. Donc, Julien, je vais te laisser commencer. Qui est le joueur que tu prends dans ton équipe entre les 2?
Ouais, pour moi, c'est Carter Verhaeghe. J'adore ce joueur-là. Stephenson a un peu plus de patin, par contre. Mais honnêtement, il y a plus de talent, moi, je trouve, Verhaeghe. Il y a plus une touche offensive, mais il est très bon défensivement. Les deux, c'est deux gars très travaillants. Mais ouais, non, je prends Verhaeghe, tu sais, quand même compté 40 au-dessus de 40 buts cette année. Et plus jeune. Ouais, j'adore ce joueur-là. C'est lui, je pense. Marc-Antoine? Pour moi, c'est pas une question, là, justement. Pour moi, c'est Verhaeghe aussi. Puis, tu sais, Stephenson, moi, je le prendrais à mon équipe demain matin. Ben oui. Mais malheureusement, c'est sûr, Verhaeghe, écoute, il s'est solidifié comme. Écoute, c'est un gars que je pensais qu'il n'allait jamais jouer dans la Ligue nationale. Puis finalement, il s'est solidifié comme un joueur de premier trio qui amasse bien les points puis bien les buts. Puis là, tu fais, en série, va ça être bon? Tu fais, ok, ouais, il est solide en série aussi. Tu sais. D'ailleurs, plus je le regarde jouer, plus il me fait penser à Colby Barlow. Là, il y a tout. Écoute, Verhaeghe, il y a toute une garnotte. C'est pas juste un bon lancer. Il y a un tir, là, du poignet assez impressionnant. C'est violent, ça n'a aucun sens. Écoute, ça rentre au poste. C'est pas Pacioretty, mais écoute, par bout, c'est pas loin, là, tabarnouche. Il dégaine vite en tabarouette. Là. Mais c'est ça qui est impressionnant, tu sais, parce que si on les met tous en ligne, envoyer tirer, on serait peut-être surpris. Lui, il a tout un lancé, mais c'est la capacité de l'utiliser. Écoute, des fois, il n'y a pas d'espace, il y a un bâton, il y a une ligne de tir, il réussit à la ramener juste un petit peu, la rondelle se rend, c'est un tir menaçant. Je le trouve toujours dangereux. Écoute, vraiment, là, c'est toute une aubaine aussi avec le salaire qu'il commande. Verhaeghe, là, c'est vraiment, là, c'est... puis Kachuk, il avait dit, il s'était rendu compte cette année à quel point il était intelligent. Là. Ben, moi, je savais déjà qu'il était très intelligent, mais c'est vraiment qu'un coéquipier dise, là, c'est évidemment quand t'as backup, c'est comme backup, là, c'est de shit, là, mais ils se sont vraiment rendus compte que Verhaeghe, honnêtement, là, c'était vraiment du gros stock. Là. Puis, je suis vraiment content pour lui, honnêtement. Oui, il a trouvé sa place là-bas. Je vais également avec Verhaeghe de mon côté. Donc, puis, vous en parliez là, en série aussi, ça implique beaucoup, est très présent et a vraiment eu des moments clutch depuis le début de ces séries-là. Donc, non, c'est un joueur très, très fun à voir jouer. Puis, c'en est un autre, malgré tout, qui aurait pu jouer avec les Maple Leafs, parce qu'on le sait, a été repêché en troisième ronde par les Maple Leafs de Toronto il y a quelques années. Donc, tu sais, c'en est un qui pourrait aider beaucoup cette équipe-là, mais qu'on n'a pas développé encore une fois. Puis, ça revient au point, je ne veux pas non plus continuer de renchérir là-dessus, mais ça revient au point qu'on a parlé tantôt que peut-être au niveau du développement, on a eu quelques lacunes à Toronto au profit justement de vétérans établis. Mais non, c'est vraiment éclos avec les Panthers. C'est le fun, de voir des histoires comme ça. Puis ça me fait un peu penser, je veux pas, à Marchessault qui est de l'autre côté également, qui a eu la même histoire, qu'on y faisait plus ou moins confiance. C'est un joueur plus de Ligue américaine qui a su s'établir avec les Golden Knights après le repêchage d'expansion, en partant des Panthers cette fois-ci. Mais quand même, non, c'est un joueur très impressionnant et on risque d'entendre parler encore dans les prochaines saisons. Dernier vert au rouge de cette soirée, sans considérer l'aspect monétaire, la LNH devrait raccourcir son calendrier régulier. Marc-Antoine? Moi, j'avais entendu dire que le nombre idéal de matchs, c'était 60. Ce serait comme vraiment là, le même temps, mais 60 matchs, ce serait l'idéal pour que les joueurs se blessent moins, donc niveau santé, puis éventuellement rentrer dans les séries, puis avoir joué juste assez de matchs pour qu'il y ait un niveau de compétition, mais en même temps que les joueurs puissent plus se reposer, parce que faire de l'avion, c'est pas reposant. Là, de se promener à gauche, à droite au Canada puis aux États-Unis, c'est pas reposant. Donc, là, on parle de 84 matchs pour accroître les revenus, pour ne pas stagner puis augmenter le cap salarial. Donc, est-ce qu'on devrait rétrécir le calendrier? Ça ne se fera pas. Est-ce que ça devrait pour la santé des joueurs? Fort probablement, parce que c'est pas rare qu'on rentre en série et il te manque 3-4 gars. Là. Donc, pour la santé des joueurs, oui. Puis, je veux dire, moi, comme fan, je ne me plaindrai jamais qu'il y a trop de hockey. Donc, pour moi non plus, ça ne me change rien. Mais je pense que malheureusement, pour les gars, oui, ça va être un calendrier de 84. Là. Le calendrier augmente tout le temps. Là. Il ne rétrécit pas. Fait que je vois mal comment on ne passerait pas à 84. Mais c'est pour ça que, comme je le mentionnais, sans considérer l'aspect monétaire, toi, de ton côté, tu irais avec vert. Sans l'aspect monétaire. Ben, sans l'aspect monétaire, non, il faudrait le raccourcir. Mais comme fan, peu importe l'argent, moi, c'est sûr que je veux plus de hockey. Ben, de mon côté, j'y vais avec vert, je raccourcirais le calendrier régulier, sans considérer évidemment l'aspect monétaire.
simplement pour le fait d'avoir toujours au maximum les chances sont au maximum en fait qu'on ait les meilleurs joueurs sur la glace à tout moment, que ce soit en saison, en série. Puis là, tu en parles de la santé des joueurs, mais le nombre de blessures qui peut-être pourraient être évitées plutôt que justement de jouer autant de matchs et d'autant hypothéquer les joueurs rendus en série qu'on traîne des blessures. Si on a la même durée de calendrier, exemple de octobre à exemple avril, par la suite on passe en série, ben à tout le moins, si on a 60 matchs au lieu de 82, c'est 22 soirs de plus où les joueurs peuvent justement régler des bobos ou se reposer davantage, puis ça va peut-être faire en sorte de réduire les blessures. Donc pour moi, à mes yeux, même en tant que spectateur, si je veux avoir les meilleurs joueurs possibles sur la glace à leur maximum en tout temps, je me dis que je préfère peut-être qu'il y ait un petit peu moins de rencontres, mais que le spectacle soit au rendez-vous à tout moment. Julien? Ah, c'est vrai, c'est sûr. Puis tu sais, le football, il y en a des blessures, puis c'est un sport de contact, là, mais il y a plus de blessures dans le national qu'au football. Puis football, il n'y a pas beaucoup de matchs à cause de ça. Fait ça fait pas de sens. Je veux dire, les saisons sont ben trop longues. Là, 60, moi je pense 60, entre 60 et 70. Là, il faut que tu aies au moins un match aux 2 semaines. Pas te ramasser justement avec des semaines de 4 matchs ou des back-to-back. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Puis, même pour les gardiens de but, justement, que ça soit du 30, même 28-40, mettons 28-38, pour que ça aille un peu plus à l'heure au zone de match. Donc, oui, c'est tout à fait. Moi, je serais même content. Perdre un match par semaine ou 2 semaines, un match de moins ou 10 jours, mettons, ça ne me dérangerait pas. Là, pour avoir un meilleur spectacle. C'est surtout en série, en fait. C'est ça qui me frustre. C'est en série, t'arrives, puis regarde, le Ullmark qui a été blessé tout le long des séries, ça a apparu, ça a fait une différence. C'est toujours ça. C'est que McDavid était blessé, ça a apparu. L'autre dernier avant, c'était Draisaitl qui était blessé, ça a apparu. C'est ça qui est plate. Évidemment, tu peux pas toujours les éliminer, mais au moins les réduire. Mettons, je sais pas, moi, il y a 15%, 20% moins de blessures. Ben, déjà, c'est beaucoup, là, tu sais. Fait que c'est vrai pour moi. Oui, puis juste pour l'exemple du football que tu donnais, je ne dis pas de descendre à 16 matchs, évidemment, mais ça crée, veut pas, un certain happening aussi du fait, hey, c'est la journée du match, il y a un match. Quand on est rendu à 82 matchs ou plus, puis comme tu disais, Marc-Antoine, si on passe à 84 éventuellement, ben, veut pas, c'est tellement fréquent qu'il y ait des rencontres que peut-être que l'amateur ordinaire qui suit peut-être un peu moins ça, ben, va être moins intéressé parce qu'il y a tellement de matchs tout le temps qu'il se dit je vais l'écouter une autre fois, ou peu importe, je peux l'écouter quand je veux. Tandis que quand tu as moins de rencontres, ben, tu te dis hey, si je veux écouter un match cette semaine, c'est là. C'est aujourd'hui qu'il y a la bonne affiche que je veux écouter absolument. Donc, ça crée peut-être un peu plus un happening. Ça pourrait équilibrer au niveau monétaire, mais encore là, on le sait. Évidemment, ce n'est pas dans les plans et ça n'arrivera jamais de réduire autant les matchs, simplement même par le fait que tous les records tomberaient. Donc, en termes de statistiques, tout ça, ça changerait un peu la donne. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir du changement de ce côté-là. Ben, remarque, il pourrait réduire les matchs de 10, puis déménager à Arizona dans une ville, c'est qu'il y a un marché, puis peut-être qu'il arriverait kiff-kiff au niveau du changement. Là. Peut-être, ça serait assuré, mais au niveau des droits télé, je ne suis pas sûr que Batman serait très content de ce côté-là.